Tu sais cette sensation quand tu te tiens sous la pluie à 3 heures du matin, en regardant tout ce que tu as construit partir en fumée? Oui, moi non plus. Enfin, jusqu'à la nuit où mon frère m'a appelé, en pleurs, suppliant que je sauve le travail de toute sa vie. Je m'appelle Diana. J'ai 25 ans, un caractère de fer, et, apparemment, beaucoup trop de loyauté pour mon propre bien. Voici l'histoire de la fois où j'ai appris que, parfois, les personnes pour qui tu serais prête à mourir, sont celles qui te plantent le couteau dans le dos. Tout a commencé par un appel qui a détruit mon mardi soir. J'étais dans mon minuscule appartement à Munich, à moitié absorbé par une émission de télé-réalité affreuse et une bouteille de vin bon marché, quand mon téléphone s'est allumé. Marcus. Mon grand frère. L'enfant prodige. Celui qui avait toujours tout sous contrôle. Dit. Je suis foutu. Je suis tellement foutu. Sa voix tremblait. Marcus ne tremblait jamais. C'est le gars qui avait déjà fait une présentation en pleine intoxication alimentaire, et obtenu une ovation. L'entendre craquer? Ça m'a glacé. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, me redressant d'un coup, oubliant mon verre. L'entreprise? Diana, je coule. 3 mois, peut-être moins. J'ai plus rien. Mon estomac s'est retourné. Marcus avait lancé sa boîte de conseil en technologie il y a 5 ans, juste après l'université. Il y avait mis tout ce qu'il avait, ses économies, ses relations, son âme. C'était censé être son empire. À quel point c'est grave? 200 000 € de dette. Les clients partent. Mon associé a pris la moitié des comptes et monté sa propre boîte. Je me noie, dit. Je sais plus quoi faire. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû réfléchir. Mais c'était mon frère le même qui me portait sur ses épaules quand je m'étais tordu la cheville à 8 ans, qui avait frappé Jacob Schmidt quand il s'était moqué de mes bagues, celui qui avait cru en moi quand j'avais quitté la fac pour bosser dans une start-up. J'arrive, ai-je dit. Demain. On va arranger ça. Il dit, tu n'es pas obligé. Tais-toi, Marcus. J'arrive. J'ai raccroché et fixé le mur. Mon job dans la start-up était bien. Stable. J'étais enfin en train de construire quelque chose pour moi. Mais la famille, c'est la famille, non? Mon Dieu, quelle idiote j'étais. Le lendemain, je suis entré dans le bureau de Marcus à Hambourg et j'ai failli pleurer. On aurait dit qu'une tornade était passée, des papiers partout, la moitié des bureaux vides, les employés restants erraient comme des zombies. Marcus était dans son bureau, la tête dans les mains. Quand il a levé les yeux vers moi, j'ai à peine reconnu mon frère, cernes creusées, barbe de 3 jours, chemise froissée comme s'il avait dormi avec. Salut, ai-je dit doucement en refermant la porte. Il s'est levé et m'a serré dans ses bras si fort que j'ai eu du mal à respirer. Merci d'être venu. Je ne savais plus à qui m'adresser. Montre-moi tout. Les chiffres, les contrats, tout. On a passé 14 heures à tout éplucher, chaque document, chaque facture, chaque contrat. Et le tableau qui s'est dessiné était pire que ce que j'avais imaginé. Son ancien associé, Stéphane, avait saboté l'entreprise avant de partir, clients volés, employés débauchés, rumeurs de faillite, qui avaient fini par se réaliser. Mais voilà, je suis doué pour ça. Dans ma start-up, j'avais déjà redressé 2 projets en perdition et contribué à une levée de fonds majeure. Je voyais des schémas, des solutions, là où les autres voyaient le chaos. Ok, ai-je dit vers minuit, en repoussant ma chaise. C'est grave, mais pas perdu. Marcus m'a regardé comme si j'étais folle. Diana, on saigne de l'argent. Je ne pourrai même pas payer les salaires la semaine prochaine. Je sais. Mais tu as encore quelques bons clients. Tes services de base sont solides. Le problème, c'est la gestion, la trésorerie et la réputation. Je peux arranger ça. Comment? Laisse-moi rester. 3 mois. Donne-moi le contrôle opérationnel complet. Je restructure tout, je renégocie les contrats, je rends l'entreprise plus efficace. Et je connais des gens, je peux ramener de nouveaux clients. Il m'a fixé longuement. Tu quitterais ton boulot pour ça?
Tu es mon frère. Bien sûr que je le ferai. J'ai vu quelque chose scintiller dans ses yeux à ce moment-là. Quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mais c'était parti avant que je puisse l'analyser, remplacé par un espoir désespéré. D'accord. Oui. Mon Dieu, oui. Diana, tu me sauverais la vie. On a scellé notre accord par une poignée de main. Cette nuit-là, j'ai appelé ma patronne et j'ai démissionné. Elle était furieuse, mais elle a compris. En quelque sorte. La semaine suivante, j'ai déménagé à Hambourg. Le premier mois a été un enfer absolu. Je travaillais 16 heures par jour, vivant de café et de rancune. Mais lentement si lentement les choses ont commencé à changer. J'ai viré les employés inefficaces. Dur, je sais, mais nous ne pouvions pas nous permettre de payer des gens qui ne faisaient pas leur part. Ceux qui sont restés? Je les ai mobilisés. Je leur ai rappelé pourquoi ils avaient rejoint cette entreprise. Je leur ai montré que nous pouvions survivre. J'ai appelé tous mes contacts, tous les services rendus au fil des années, anciens collègues, anciens clients. Et tu sais quoi? Ils ont répondu présent. Un par un, nous avons commencé à décrocher de nouveaux contrats. J'ai restructuré nos conditions de paiement, en repoussant certaines échéances et en accélérant d'autres. J'ai renégocié le bail de notre bureau, le réduisant de 30%. J'ai trouvé des logiciels plus efficaces qui nous faisaient économiser des milliers d'euros chaque mois. Et j'ai construit une nouvelle stratégie marketing à partir de zéro. Stéphane avait détruit notre réputation, alors je l'ai reconstruite. Campagne sur les réseaux sociaux, études de cas, témoignages. J'ai remis Marcus en avant professionnel, digne de confiance, innovant. C'était épuisant. Il y a eu des nuits où je m'endormais à mon bureau et des matins où je ne savais même plus quel jour c'était. J'ai arrêté de voir mes amis. J'ai arrêté de sortir avec quelqu'un. Bon sang, j'oubliais même de manger la moitié du temps. Mais ça fonctionnait. Au deuxième mois, nous avions arrêté l'hémorragie. Nous étions encore endettés, mais nous ne coulions plus. Nous faisions surface. Au troisième mois, nous nagions. De nouveaux clients arrivaient. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 40% par rapport à mes débuts. Le bureau avait retrouvé de l'énergie. Les gens souriaient. Marcus semblait plus heureux aussi. Il dormait mieux, mangeait correctement, plaisantait même comme avant. Parfois, nous déjeunions ensemble, et il me disait combien il était reconnaissant, combien il n'aurait pas pu réussir sans moi. « Tu es la meilleure sœur qu'on puisse rêver d'avoir », m'a-t-il dit un vendredi, autour d'un plat thaï. « Je suis sérieux, dit. Tu as tout sauvé. » J'ai souri, fier de moi. Fiable de mon choix. Au 6e mois, nous étions réellement rentables. Pas juste survivre, prospérer. Nous avions remboursé un tiers de la dette. Nous avions embauché 3 nouvelles personnes. Nous avions décroché un contrat avec une grande entreprise qui nous assurerait la stabilité pendant des années. Je l'avais fait. J'avais vraiment réussi. C'est alors que Marcus m'a appelé dans son bureau. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que je venais de finaliser un contrat qui rapporterait 60 000 euros. Je me sentais invincible. « Salut, tu voulais me voir ?» ai-je dit en entrant avec un café à la main. Marcus était derrière son bureau, l'air étrange. Formel. Distant. Il y avait quelqu'un d'autre, un type en costume que je ne reconnaissais pas. « Diana, assieds-toi », dit Marcus. Le ton m'a fait froid dans le dos. Ce n'était pas la voix de mon frère. C'était sa voix, professionnelle, celle qu'il utilisait avec les clients qu'il n'aimait pas. Que se passe-t-il? Voici Jürgen. Il vient des RH. Nous n'avions pas de RH. Nous étions 12 employés. Marcus, quoi? Diana, nous te licencie, effet immédiat. Le monde s'est arrêté. Je suis sérieuse, tout à juste, je l'ai. La tasse de café dans ma main était incroyablement lourde. Et quoi? Nous apprécions tout ce que tu as fait, mais nous prenons une autre direction. Jürgen s'occupera de ton indemnité. Je n'arrivais plus à respirer. Marcus, c'est une blague, hein? Dis-moi que c'est une blague.
Son visage était de pierre. Ce n'est pas une blague. Nous aurons besoin de tes badges d'accès et de ton ordinateur. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour vider ton bureau. Je ne comprends pas. J'ai sauvé cette entreprise. J'ai quitté mon travail, ma vie, je me suis tué à la tâche. Et nous sommes reconnaissants. Mais il est temps que tu passes à autre chose. Passer à autre chose? Passer à autre chose? Ma voix montait. Je m'en fichais. Je vous ai tout donné? J'ai sorti cette entreprise du gouffre. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, ne rends pas ça difficile, dit Marcus, toujours sans me regarder. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé. Pas juste cassé, complètement pulvérisé en 1000 morceaux. Regarde-moi, ai-je murmuré. Marcus, regarde-moi. Il l'a fait. Enfin. Et ce que j'y ai vu n'était ni culpabilité ni regret. C'était le vide. Le néant absolu. Tu es sérieuse? Je le suis. Je me suis levée lentement. Mes jambes semblaient sur le point de céder. Je veux savoir pourquoi. L'entreprise n'a plus besoin de toi. Nous sommes stables maintenant. Nous avons besoin de quelqu'un avec des compétences différentes pour la prochaine phase. C'est des conneries et tu le sais. Dis-moi la vraie raison. C'est la vraie raison. Marcus. Cette conversation est terminée. Jürgen va t'accompagner dehors. J'ai regardé Jürgen. Puis mon frère. Ensuite, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière, j'ai attrapé mon café et je l'ai lancé contre le mur. Il a éclaté en une éclaboussure brune satisfaisante. Va te faire foutre, ai-je dit. Toi et ta stupide entreprise. J'ai stormé dehors, pris mes affaires et je suis parti. Jürgen n'a même pas eu besoin de m'accompagner. Je ne pouvais plus rester une seconde de plus dans ce bâtiment. J'ai passé les 3 jours suivants dans mon appartement, à pleurer, manger de la glace et essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, amis, anciens collègues, même certains employés de Marcus. Apparemment, la nouvelle s'était répandue. Mais je n'ai pas répondu. Je ne voulais parler à personne. Le 4e jour, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai failli ne pas répondre, mais les coups étaient persistants. C'était Lena. Une des employées que j'avais embauchée chez Marcus. Elle était jeune, intelligente, avec cette esthétique punk rock que j'adorais. Diana, il faut qu'on parle, dit-elle. Je ne veux pas. C'est au sujet de pourquoi Marcus t'a licencié. Et tu dois entendre ça. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon canapé, l'air nerveux. Bon, je ne devrais probablement pas te dire ça. Je pourrais me faire virer. Mais peu importe, tu mérites de savoir. Savoir quoi? Pourquoi il t'a vraiment laissé partir? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Dis-moi. Lena a pris une profonde inspiration. Tu te souviens de ce gros contrat que tu avais décroché? Celui avec Schneider Corp? Oui, je viens tout juste de le finaliser. Exact. Eh bien. Marcus s'est attribué le mérite. Lors de la réunion du conseil, oui, il a assemblé un conseil consultatif le mois dernier sans prévenir personne. Il a présenté toute ta stratégie de redressement comme son propre travail. Tes acquisitions de clients, ton plan de restructuration, ta stratégie marketing. Tout. Je me suis sentie malade. Et quoi? Il le fait depuis des mois. Chaque succès que tu avais, il disait à tout le monde que c'était lui. Il leur montrait même des rapports à son nom, des rapports que tu avais écrits. Mais, pourquoi? Parce que tu lui faisais honte. Ou du moins, c'est ce qu'il a dit à son conseiller. L'un d'eux est mon oncle et c'est comme ça que je sais tout ça. Marcus était embarrassé que sa petite sœur ait dû le sauver. Il se sentait diminué. Alors il a commencé à s'attribuer ton travail pour sauver la face. La pièce tournait autour de moi. Ça n'explique pas pourquoi il m'a licencié. Voilà le truc. Une fois l'entreprise stabilisée et la narration réécrite pour faire de lui le héros, tu es devenu une responsabilité. Tu étais la seule à connaître la vérité. Si tu étais resté,
Quelqu'un aurait fini par découvrir ce qui s'était vraiment passé. Alors il s'est débarrassé de toi avant que tu ne menaces sa version des faits. Je ne pouvais pas parler. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais. Il y a encore autre chose, a continué Lena. Il a déjà embauché quelqu'un pour te remplacer. Stéphane. Et Stéphane? Son ancien associé? Celui qui a tout saboté? Oui. Il s'avère qu'ils ont parlé pendant des mois. Ils se sont réconciliés. Marcus lui a proposé un partenariat s'il revenait. Ils vont diriger l'entreprise ensemble maintenant que tu as tout réparé. Je me suis levée et suis allée vers la fenêtre. Hambourg semblait gris et froid. Approprié. Diana, je suis tellement désolée. Tout le monde au bureau sait ce que tu as fait. Nous savons que Marcus est un salaud. Mais il menace quiconque parle avec un licenciement. Alors pourquoi me le dis-tu? Parce que c'est injuste. Et parce que tu es la seule qui ait vraiment été bien avec nous. Marcus nous traite comme des rouages dans une machine. Toi, tu nous as traités comme des humains. Elle est partie peu après, me faisant un câlin que j'ai à peine ressenti. Je suis restée des heures à cette fenêtre, regardant la ville bouger en dessous de moi. Les gens vaquant à leurs occupations, sans se douter que ma vie venait d'imploser. La colère est venue plus tard. Oh, oui, elle est venue. Je voulais hurler. Casser des choses. Marcher dans ce bureau et exposer Marcus pour le fraudeur qu'il était. Appeler tous les clients pour leur dire la vérité. Brûler sa précieuse entreprise. Mais je ne l'ai pas fait. Tu veux savoir pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose. Marcus devait vivre avec lui-même. Il devait se regarder dans le miroir chaque jour en sachant ce qu'il avait fait. Il devait construire son succès sur un fondement de mensonges et de trahison. C'est une prison à part entière. De plus, j'avais des preuves. Chaque email. Chaque rapport. Chaque contrat à mon nom, horodaté et sauvegardé. J'avais tout documenté sans même m'en rendre compte. Si un jour j'avais besoin de prouver ce qui s'était réellement passé, je le pouvais. Mais, plus important encore, j'ai réalisé que je ne voulais pas le faire. Pas par pardon, je n'en étais pas là. Mais parce que l'opinion que Marcus avait de moi, sa gratitude, sa reconnaissance, cela n'avait pas vraiment d'importance. Je savais ce que j'avais fait. Je connaissais ma valeur. Je n'avais pas besoin qu'il le reconnaisse. 8 mois se sont écoulés depuis ce jour. Je suis retournée à Munich. J'ai trouvé un emploi dans une meilleure start-up avec un meilleur salaire. Je gère maintenant leurs opérations, et je suis sacrément douée. Marcus n'a pas appelé. Pas une seule fois. J'ai entendu par des amis communs que l'entreprise se portait bien. Qu'il réussissait avec Stéphane. Que Marcus était présenté dans des magazines économiques comme un exemple de redressement réussi. Ça fait mal, je ne vais pas mentir. Certains jours, ça fait très mal. Mais d'autres jours? D'autres jours, je suis juste reconnaissante d'avoir appris cette leçon à 25 ans et pas à 45. J'ai appris que famille ne signifie pas toujours loyauté. Que le sang n'assure pas l'intégrité. Que parfois, les personnes censées te protéger sont celles qui te font le plus de mal. Mais j'ai aussi appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. Que je peux créer quelque chose à partir de rien. Que mes compétences ont de la valeur, avec ou sans validation des gens qui ne méritent pas de la donner. Ma mère continue de demander pourquoi Marcus et moi ne parlons plus. Je lui ai dit que nous nous étions disputés pour des affaires. Elle n'insiste pas, mais je sais qu'elle est blessée. Elle essaie toujours de nous réconcilier. Je ne sais pas si cela arrivera un jour. Peut-être, si un jour il reconnaît ce qu'il a fait. Mais je ne retiens pas mon souffle. Voici ce que je sais avec certitude, j'ai sauvé l'entreprise de mon frère de la faillite. Je me suis épuisée pour quelqu'un qui n'en avait pas conscience. J'ai été trahie de la pire façon possible. Et j'ai survécu. Je ne suis plus la même Diana qui avait répondu à cet appel dans son petit appartement. Cette Diana était naïve et croyait que l'amour et la loyauté étaient toujours réciproques. Cette Diana pensait que la famille signifiait quelque chose d'inébranlable. Cette Diana sait mieux. Cette Diana a des limites.
Cette Diana connaît sa valeur et ne supplie personne de la reconnaître. Donc oui, mon frère m'a licencié après que j'ai sauvé son entreprise. Il a volé mon travail et réécrit l'histoire. Il a choisi son ego plutôt que sa sœur. Et tu sais quoi? C'est son problème. Pas le mien. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je construis maintenant mon propre empire. Et cette fois, je le construis pour moi. Quant à Marcus? Eh bien, le karma est une garce patiente. Et j'ai une place au premier rang. Merci d'avoir aidé cette chaîne à continuer de grandir. Mets un like si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et clique sur la carte ci-dessus pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!